Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble pour cette 6e session live du cours Journalism AI Discovery. Et vous avez reçu cette semaine le 6e et dernier module dans votre boîte mail, un module qui s'intitule Nouvelles frontières et domaines en évolution. On y parle notamment de ces contenus synthétiques qui sont en train de se développer massivement. Il y a notamment cet exemple du journal L'équipe et de son pure player, enfin de son site d'investigation plutôt, L'équipe Explore, qui a utilisé Midjourney pour imaginer le sport en 2050. Et aujourd'hui, on est avec Denis Tessou de l'AFP, du Media Lab de l'AFP, pour discuter comment on peut faire pour vérifier ces contenus synthétiques, puisqu'il y a des cas d'usage qui sont réalisés dans des circonstances positives, à des fins plutôt bienveillantes, mais évidemment, comme tout produit d'IA, j'ai envie de dire, il y a aussi des cas d'usage assez malveillants, et c'est justement l'objet des recherches et des travaux que tu mènes, Denis. Est-ce que tu peux te présenter tout d'abord? Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Denis Tessou, je suis le responsable du Media Lab de l'AFP depuis de nombreuses années et on participe à différents projets européens sur la vérification de l'information depuis 8 ans maintenant. Je montrerai ça tout à l'heure. On a toute une série de projets dans lesquels on a développé une boîte à outils qui est en open source sur le de Chrome et de tous les navigateurs basés sur Chrome. Et donc, ces outils permettent de vérifier des vidéos, des images, des textes, des sites web pour savoir s'il y a quelque part il y a de la désinformation derrière ces objets-là. Une extension qui est gratuite et qui est ouverte à tous les journalistes, c'est très important de le dire, et on pourra, et tous les journalistes qui suivent cette formation pourront se connecter et utiliser l'outil, donc ça c'est vraiment très important. Denis, il y aura une session de questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez. Denis, la première question que j'avais envie de te poser, c'est quelle était la problématique de base que vous avez voulu résoudre lorsque vous avez commencé ces projets de recherche sur la vérification des images? Alors, en fin de compte, quand on a commencé sur la vérification, quand on a commencé sur la vérification des vidéos, notre premier projet dans ce domaine-là, s'appelait InVid. C'était de 2016 à 2018. Et InVid pour In Video Veritas, donc pour savoir si les vidéos disaient la vérité. Et ce premier projet, en fin de compte, était plutôt axé sur la récupération des contenus amateurs sur les réseaux sociaux, leur vérification, la négociation des droits avec les ayants droit, les personnes qui les ont mises en ligne, pour les utiliser comme du journalisme citoyen, du témoignage, en fin de compte, pour aider les médias à parler de toutes sortes d'événements dans lesquels ils n'ont pas encore envoyé une équipe d'envoyés spéciaux, ils n'ont pas encore de caméraman. Et du coup, ce qui s'est passé dans ce projet, c'est qu'en fin 2016, il y a quelqu'un qui est arrivé à la présidence des États-Unis qui s'appelait Donald Trump, le même que nous avons actuellement. Et tout d'un coup, la vague des fake news a commencé à monter. Et on a participé aussi à la première opération cross-check, qui était l'opération de vérification d'une trentaine de médias français sur les élections présidentielles françaises de 2017. Et c'est à ce moment-là que nous, côté Media Lab AFP, on a commencé à développer une série d'outils qui étaient les mêmes outils que pour faire de la vérification de vidéos amateurs, en fin de compte, mais qui étaient axés sur la démystification justement des infox, donc des fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé comme une sorte alors qu'on appelle dans le langage des startups un fork, hein, c'est-à-dire comment dire, un branchement, une sortie quelque part de l'objectif premier du projet pour plutôt se faire un focus sur les fausses informations qui commençaient qui pullulaient pas mal depuis évidemment l'élection de Trump aux États-Unis, la première élection. Et ça répondait à un besoin de la rédaction de l'AFP et des fact-checkers qui avaient besoin de vérifier de plus en plus de fake news. Alors, ça répondait à un besoin parce que à peu près à la même époque, fin 2017, l'AFP se lance dans une véritable opération de fact-checking au long cours, puisque aujourd'hui, l'AFP a plus de 130 journalistes qui fact-checkent dans 80 pays environ et dans 26 langues. Et donc, ça a été notre développement technologique a accompagné toute l'épopée un peu de fact-checking qui était menée par l'AFP à partir de ce moment-là.
Et c'est un projet qui a été soutenu par l'Union européenne, c'est ça, hein? Tu peux nous en dire Absolument. plus? Enfin, trois des 5 projets qu'on a fait, et les plus importants, hein, d'un point de vue en nombre d'outils et en financement, ont été des projets, trois projets européens, donc des projets Horizon. Horizon 2020 d'abord et Horizon ensuite. Et on a fait également 2 plus petits projets qui ont été financés par l'IFCN, l'International Fact-Checking Network, à la fois sur des images forensiques, je montrerai l'un des outils, et sur le dernier, ça a été sur l'archivage des informations, qui est un autre problème, c'est-à-dire que le principe même du fact-checking, de la démystification des faux contenus, c'est d'expliquer pourquoi c'est faux, mais de montrer aussi tout le processus d'enquête qui est mené pour démontrer que ces photos, vidéos, textes ou sites web, etc. sont faux ou véhiculent des fausses informations. Et l'important, donc, c'est de fournir quelque part la démonstration pour les utilisateurs, pour les lecteurs, qu'ils peuvent, en théorie en tout cas, répéter les mêmes étapes et voir par eux-mêmes aussi que c'est faux. C'est une sorte de démonstration un peu scientifique qui démontre que le contenu est faux. Et c'est pour ça que les fact-checkers aussi ont besoin de citer les outils ou les processus qu'ils mettent en œuvre pour arriver à démontrer que le contenu est faux. Oui, il y a un côté aussi éducation aux médias, apprendre à douter d'une image, apprendre à douter d'un son aussi. On va en parler tout à l'heure. Dans Envid, il y a aussi la possibilité de vérifier les sons aussi désormais. Ouais. Est-ce que, Denis, tu peux brièvement nous retracer le parcours et les différentes étapes qui ont permis aujourd'hui d'arriver à cette boîte à outils avec autant d'outils pour vérifier les sons, l'image, les vidéos. À la toute base du projet, tu le disais, c'était vraiment recherche inversée principalement avec des moteurs de recherche. Non, à la base, c'était bien sûr la vérification des vidéos et des images. Le premier pas, c'est la vérification de l'antériorité de ces images. Est-ce que ces images sont déjà indexées par un moteur de recherche quelque part? Est-ce qu'elles préexistent? Parce que les faux les plus récurrents, enfin, qu'on voit le plus souvent, à la fois pour les images et à la fois pour les vidéos, ce sont des faux qui existent Oh. déjà, qui sont sur Internet, c'est des vidéos, des photos que les gens vont télécharger et remettre dans le circuit, parfois sans même les modifier, assez Mais fréquemment. dans un contexte différent, en fait, utilisé dans C'est ça, un exactement. C'est-à-dire contexte c'est différent. sorti de contexte et c'est réutilisé dans un autre contexte. Donc c'est très fréquent sur les images de guerre, sur les images de catastrophes, sur toutes sortes d'images. Voilà, et évidemment pour les vidéos aussi. Donc ça, jusqu'à présent, c'était le premier moyen de vérification. C'est-à-dire vérifier est-ce que ces images existent par ailleurs, dans quel autre contexte elles ont été indexées. Et ça permet en général de revenir vers la vidéo originale ou les images originales, et ça permet de voir soit si l'image a été modifiée, soit si c'est le contexte qui a été modifié. Donc ça, c'est la technique de base. Mais l'IA vient remettre en question ça, parce que l'IA, c'est un réel dans la mesure où on voit ces images, mais c'est quelque chose qui a été créé par un modèle sans origine et sans réalité. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec quelque chose qui a été créé par un prompt, par une instruction écrite, et qui donc falsifie la réalité. Donc ça peut être une falsification de la réalité à partir de quelque chose de réel, ça peut arriver. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Mais ça peut être aussi une falsification qui n'a aucune origine, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à retrouver aucune origine derrière. Et c'est là que ça pose problème, parce que la recherche par similarité, qui continue encore à marcher pour pas mal de choses, parce qu'il y a des images qui sont détournées. Il y a des gens qui publient une image d'IA en mettant que c'est de l'IA sur leurs réseaux sociaux, et c'est détourné par quelqu'un d'autre qui va récupérer cette image et qui va la renvoyer sans dire que c'est de l'IA. Donc, la similarité d'image reste quelque chose d'important en matière de vérification, mais c'est quelque chose qui n'est pas suffisant aujourd'hui à cause de tous ces nouveaux contenus multimédia qui sont fabriqués et qui sont falsifiés. Et d'autant plus qu'on est aujourd'hui sur beaucoup de nouveaux développements, comme le clonage de voix par l'IA, comme les vidéos automatisées également par l'IA. Et évidemment, tout ça change très rapidement la donne, et exige justement on travaille beaucoup avec des laboratoires de recherche et autres, justement pour essayer de rester dans la course et d'apporter des solutions qui peuvent permettre de démasquer ce genre de faux contenus. Et oui, tu l'as dit, c'est une course effrénée entre
les IA qui se développent massivement, qui vont déployer VO3 par exemple pour Google, Nano Banana Pro aussi, la nouvelle version de Nano Banana qui est absolument délirante. Moi, j'avais envie de te demander, Denis, à partir de quel moment tu as senti qu'il y a eu un basculement dans le travail de fact-checking et tu as senti que ça s'était totalement complexifié, cette tâche de fact-checker, à cause de l'arrivée massive de l'IA? Est-ce que c'est VO3 au mois de mai ou est-ce que c'est bien avant avec les développements de DALL-E, Midjourney? Il y a une date ou un mois qui t'a particulièrement marqué où tu as senti que ça basculait? Alors, je donnerai deux éléments de réponse. Le premier, c'est que nous, on a été, comment dire, on a vu cette vague arriver dès la sortie de Midjourney, en fin de compte. Ce genre de technologie, ça se répand très vite s'il y a une facilité d'utilisation. Et s'il n'y a pas trop de garde-fous aussi pour empêcher les gens de l'utiliser dans certains contextes. Pendant longtemps, on a eu sur pas mal de ces réseaux-là aussi, enfin sur ces générateurs, on a eu des garde-fous qui ont été imposés par les gouvernements, par exemple. Donc, sous l'administration Biden, par exemple, il y a eu des garde-fous assez précis qui ont été adoptés par les plateformes, donc du ChatGPT ou du Gemini ou autre. Ils ne parlaient pas des élections, on ne donnait même pas les résultats. On posait une question sur une personnalité, un candidat ou autre. On n'avait pas de réponse. La réponse était je suis juste un LLM, mais je ne peux pas vous répondre là-dessus. Parce qu'il y avait des filtres. Mais avec Musk, qui a repris X et qui a développé Grok, tous les filtres, ils ont sauté, quoi, pratiquement. Il reste encore des filtres, hein, j'en parlerai tout à l'heure, notamment sur Gemini ou ChatGPT, mais donc il y a beaucoup de filtres qui ont sauté. Et du coup, s'il y a une facilité d'utilisation et il n'y a aucun garde-fou, ça facilite la publication de tous ces contenus. Évidemment, une grande majorité, ce n'est pas des choses qui sont, on pourrait dire, fact-checkables, c'est-à-dire que on ne peut pas vraiment les vérifier parce que c'est souvent de la satire, c'est souvent de la parodie et ce genre de choses. Bon, à part si c'est utilisé à des fins politiques, c'est pas des choses qu'on va vérifier dans les fact-checks. Le deuxième élément de réponse, c'est de dire que j'ai fait une étude sur les fact-checks produits par l'AFP. Donc, les fact-checks produits par l'AFP, c'est 48 800 jusqu'au 15 octobre dernier, donc en 26 langues. Et les mentions générées par l'IA ont triplé en 2025. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors la production reste encore limitée, c'est 8 et quelques % de la production sur l'IA génératif, mais ça augmente, ça a triplé depuis la fin 2024 jusqu'au 15 octobre 2025. Donc ça montre bien que ces contenus commencent à se diffuser très largement et sont très utilisés dans toutes sortes de propagandes. Donc, ce qu'on avait repéré à l'époque sur les deepfakes, où le nombre de mentions sur les deepfakes est beaucoup moindre. Donc, pour les IA génératives, on est à plus de 680 fact-checks au 15 octobre. Pour les deepfakes, on était qu'à une cinquantaine à peu près. Et sur la base mondiale des fact-checks de l'Université Duke aux États-Unis, ce qui s'appelle factcheckinsight.org, il n'y a qu'une centaine de mentions de deepfakes jusqu'à mi-2024, il n'y avait qu'une centaine de mentions. Pourquoi? Parce que le deepfake, en fin de compte, il y a une barrière technologique à l'entrée. C'est difficile à faire, il faut du savoir-faire, il faut des machines. Ça prend du temps, ça prend parfois plusieurs jours à générer ces nouvelles images. Alors que avec l'IA générative, c'est extrêmement facile. On fait un prompt. Alors, le résultat n'est pas forcément très probant, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Mais on arrive à faire quelque chose bien souvent de manière assez en fait, très crédible aujourd'hui. Donc c'est ça aussi le game changer en quelque part, cette facilité d'utilisation et de publier des contenus extrêmement rapidement. Il n'y a plus la barrière temporelle, il n'y a plus la barrière technique, il n'y a plus la barrière du savoir-faire. Donc c'est ça qui facilite beaucoup les choses aussi. Je te propose, Denis, qu'on passe à l'étape de la démonstration pour que tu nous montres un petit peu à quoi ça ressemble et les différents outils. Et puis des cas d'usage aussi où ça a permis de débunker des fake news. Et j'en aurai aussi de mon côté quelques-unes, des situations de débunkage, puisque j'utilise aussi beaucoup cette extension. Donc, c'est intéressant de voir tout ça. Alors, est-ce que tu vois, c'est bon, Maëlle? Parfaitement. Ok, très bien, parfait. Donc, je
vais vous présenter un peu le plugin. Donc aujourd'hui, là, je vous parle aussi très rapidement de l'Observatoire de facto. L'Observatoire de facto, donc c'est l'observatoire, c'est le projet européen dans lequel je travaille actuellement, qui est l'Observatoire français de la désinformation, où beaucoup de nos fact-checks sont publiés, y compris d'un certain nombre de partenaires ici, comme France TV, comme Libération et d'autres, et surligneurs pour toute la partie fact-check juridique. Et et également donc les résultats. Donc ce que je vais vous montrer aussi sont des résultats du projet Vera.ai. Donc le site web c'est verai.eu, qui est leur projet donc sur la vérification assistée par l'intelligence artificielle que nous venons tout juste de terminer. Nous avions la revue finale le 1er décembre. On peut dire, du coup, c'est le petit frère de InVid, hein, c'est ça? C'est le gros frère de InVid, je dirais, parce que c'est un projet qui est le double du projet InVid, en fin de compte, mais je vais en parler tout de suite. Donc, ce que nous avons développé depuis maintenant, c'est 8 ans pratiquement, c'est une extension de navigateur donc qui marche sur le Chrome Web Store, hein, donc la place de marché d'extension de Chrome, et qui s'est composée dans toute une série d'outils que vous voyez ici là, sur l'écran, et qui permet donc de vérifier les contenus. Cette extension, elle a donc été développée, alors il y a 5 projets en fin de compte, mais là j'ai mis les 4 principaux. Le premier projet dont je parlais tout à l'heure, c'est InVid sur la vérification de vidéos. WeVerify, qui était un projet qui était également qui était multimodal. Ce qu'on appelle multimodal, c'est-à-dire qu'on travaillait à la fois sur le texte, on travaillait sur l'image, sur la vidéo, et aussi sur l'analyse de réseaux sociaux, d'où le graphe que vous voyez dans le logo ici. Donc, c'est là qu'on a commencé à faire de l'analyse de réseaux sociaux. Le projet, un petit projet qu'on a fait là juste sur un semestre, c'était Enhancing Visual Forensics. Et je vous montrerai l'outil qu'on a réussi à faire dans ce projet-là, c'est d'augmenter les outils forensiques pour l'analyse de l'image, et je reviendrai sur qu'est-ce que ça veut dire. Et puis là, on vient de terminer, donc ça c'était notre gros projet en fin de compte, parce que les projets précédents étaient des projets à 7 partenaires environ, et le projet Vera est un projet à 14 partenaires et qui était beaucoup plus gros que les précédents. Le plugin aujourd'hui est utilisé pratiquement par 160 000 utilisateurs. Ça, c'est la progression depuis le tout début, hein, depuis 2017, le lancement en juillet 2017. Et donc, voilà, l'adoption est toujours aussi bonne. Et on espère dépasser bientôt les 160 000 utilisateurs dans le monde. Et puis, on a gagné beaucoup d'utilisateurs dans Vera parce qu'il y avait cet intérêt conjugué entre la désinformation d'un côté et l'IA, puisque évidemment, l'IA sert à la fois à désinformer, mais aussi à essayer de démasquer, démystifier la désinformation. Alors, je passe à ça, c'est la carte de nos utilisateurs. J'allais te demander justement si tu savais où étaient situés les utilisateurs. Beaucoup en Inde aussi, apparemment. Oui, absolument. Alors, actuellement, là, on est premier la France, deuxième les États-Unis et troisième l'Inde. Depuis plusieurs mois déjà, donc peut-être 1 ou 2 ans peut-être, ça circule entre ces 3 pays-là, en fin de compte. C'est-à-dire que quand il y avait des élections américaines là, en 2024, c'était le premier États-Unis, deuxième France, troisième Inde. Et quand il y a des élections en Inde, l'Inde peut repasser devant parfois. Donc voilà, ça se joue entre ces 3 pays. La France, peut-être parce que le plugin, c'est nous à l'AFP qui l'avons fait. Et du coup, on a montré dans plein d'écoles de journalistes, dans plein de médias. Donc, il y a une adoption qui est plus longue dans le temps. Et après, l'Inde, parce que c'est un pays où il y a beaucoup de troubles avec les fake news. Notamment, il y a eu des morts avec les fake news. Hein. Vous avez en Inde des gens des fake news qui circulent sur WhatsApp, par exemple, avec accusant des personnes d'une autre communauté de se livrer à des exactions sur des enfants ou sur je ne sais quoi. Et du coup, après, il y a des vendettas et il y a des morts. Donc, en fin de compte, les États-Unis et l'Inde avaient le plus fort taux d'organisation de fact-checking. Hein. Il y avait plus d'une dizaine d'organisations de fact-checking qui travaillaient dans le pays. En tout cas pour le réseau de Facebook. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier dernier, Mark Zuckerberg a annoncé la fin du fact-checking aux États-Unis.
Et donc aujourd'hui, aux États-Unis, il y a beaucoup moins de fact-checking. Il y a encore quelques organisations qui continuent à produire en dehors donc, du partenariat de Facebook. Mais ce partenariat a été maintenu pour le reste des pays. Donc c'est l'un des éléments de contexte dans l'industrie du fact-checking aujourd'hui. Donc là, vous voyez, on est utilisé vraiment partout. Il y a sauf quelques irréductibles. La Corée du Nord, par exemple, on a l'Érythrée aussi ou le Somaliland. Mais dans tout le reste, on est vraiment utilisé partout. Je vais passer les suivantes. Donc, notre outil, alors ça se présente comme ça ici. Je peux peut-être vous montrer directement. Je vais montrer juste comme ça. Ça y est, on rentre dans le vif du sujet, là. On rentre dans le vif du sujet. Donc, on a toute une série. Donc, vous avez un menu sur le côté gauche ici qui vous donne l'accès à toute une série d'outils. Donc, on a des outils pour la vidéo, on a des outils pour les images, des outils pour l'audio, des outils pour la recherche d'informations. Notamment, on a une recherche sur X qui permet de faire des recherches à la minute près. On a des recherches sémantiques de fact-check, on a plein d'autres types de recherches. On a une recherche avec du Google ici. C'est du Google Customized Search Engine qui permet de faire des recherches cross-network. Ça permet de voir si le même contenu est viral sur d'autres types de réseaux sociaux. On a l'analyse de données. Là, on est plutôt sur l'analyse des réseaux sociaux. Donc là, ça mobilise moins d'IA à ce niveau-là, encore qu'on en a un petit peu. Et puis, on a des outils d'archivage et un chatbot que je montrerai tout à l'heure. Donc, voilà pour il y a des fonctionnalités qui ont été ajoutées très récemment là, dans la partie recherche. Alors, dans la partie recherche, on a… Texte généré par IA, celui-ci. Oui, alors, texte généré par IA, il n'est pas public encore. Ah d'accord, c'est pour ça. Je me dis, je ne l'ai jamais vu celui-ci. C'est normal. C'est normal. Et tu ne dois pas avoir accès non plus. Le chatbot aussi, c'est pour une prochaine version. On est encore en train de travailler. Pas encore. Mais je vais le montrer en avant-première. Donc, voilà. Super. OK. Donc, sur cette partie, je vais vous montrer donc, le principal outil, hormis… Alors, évidemment, une autre chose que je ne vous ai pas montré, mais que je peux vous montrer juste là, peut-être. Voilà, on a un menu contextuel qui permet d'aller chercher de lancer un certain nombre de services du plugin directement à partir de n'importe quelle image postée sur le web, pourvu qu'elle ne soit pas encapsulée dans du JavaScript, si c'est juste une image postée sur le web. Donc, le menu contextuel est une partie importante parce que ça permet d'enclencher directement le plugin et pouvoir faire de la recherche inversée sur différents moteurs de recherche. Alors, je passe sur l'outil principal. L'un des premiers outils, alors ça, cet outil-là, il vient du projet InVid, du tout début. Et c'était déjà de l'IA, c'est des réseaux neuronaux convolutionnels. C'est un moyen de fragmenter une vidéo en images clés avec des images clés par séquence. C'est-à-dire que l'outil analyse la vidéo et pour chacune des séquences et pour chaque changement de séquence, ça va extraire une image clé. Ces images clés, on peut les télécharger, on peut les récupérer, ce qui peut permettre de faire d'autres traitements après. Et on peut aller les rechercher par similarité d'image pour voir si ces images clés, par exemple, n'ont pas été utilisées à des fins de… Enfin, elles ont été détournées et récupérées d'une vidéo précédente. Donc ça, c'était, jusqu'à présent, ça a toujours été le principal outil de vérification des vidéos, parce que c'est ça vraiment qui vous permet, beaucoup plus rapidement, d'aller vérifier si cette vidéo, elle n'est pas décontextualisée. C'est-à-dire, est-ce que cette vidéo était déjà indexée quelque part et comment elle a été fabriquée. Enfin. Ici, là, ça va scanner le web et alors, ça non, va trouver une image ça ne va pas scanner le web, mais là, par exemple, on va pouvoir envoyer ces vidéos sur tous ces moteurs de recherche-là. On peut les envoyer sur tous d'un seul coup. On peut les envoyer sur… ça, c'est un moteur sur une base de données de faux connus interne qui vient du projet WeVerify et qui a été continué dans le projet Vera. Mais on a Google Lens, bien sûr. On a Yandex, le moteur russe, qui a une très bonne couverture, notamment dans évidemment tous les pays de l'ex-Union soviétique, mais aussi au Moyen-Orient. On a Bing de Microsoft, on a TinEye de moteur canadien, qui est le pionnier de la recherche par similarité d'image. Et puis, on a le Google Fact Check Explorer, qui permet de voir aussi si ces images ont déjà été fact-checkées quelque part. Et il y a d'autres services de Google qui permettent d'aller plus loin également. Donc, c'est plutôt le concept de la recherche inversée. Exactement. Tout ça, c'est de la recherche inversée. Et donc ça, c'est le principal moyen, encore une fois, de vérifier
toutes sortes d'images. C'est la première porte d'entrée, je dirais, la première vérification à faire. Sans oublier la vérification visuelle, bien entendu, parce que ça a une importance encore, notamment pour les contenus d'IA, parce qu'il y a encore des failles dans les images générées par l'IA, notamment dans l'arrière-plan, avec des visages qui deviennent méconnaissables. Il y a encore quelques failles assez fréquentes qui sont intéressantes à noter, en tout cas, parce que ça fait partie des éléments de preuve pour démontrer que le contenu est faux. Ici, je suis sur une vidéo qui a été une vidéo de propagande russe sur l'Ukraine, qui en fin de compte vise à parler donc déjà des scandales de corruption qu'il peut y avoir en Ukraine, avec le NABU, là, qui est le service de lutte anticorruption. Donc, il y a un très proche de Zelensky, son numéro 2, qui a été épinglé dans un scandale de corruption. Et donc, cette vidéo parle assez longuement de ce scandale, mais il finit par dire que, en fin de compte, ce sont des Ukrainiens qui ont volé les joyaux du Louvre. Ce qui est évidemment faux au vu des arrestations qui ont été perpétrées. Et donc, il montre les bijoux ici, il y a une scène aussi à l'intérieur du Louvre ici, quand le vol a été découvert. Il y a des photos du Louvre ici à l'extérieur, etc. Et donc ces images-là, alors je sais que cette image, une des images ici, alors c'est peut-être celle-là, on pourrait tester, on va essayer de tester en live, c'est plus drôle. Bon, elle est un peu floue, donc je ne suis pas sûr que ça va bien marcher. Ce que je peux faire, donc ici, à partir de là, je vais juste prendre le lien et je vais ouvrir le plugin à nouveau et je vais prendre les images. Bon, là, c'est effet démo, hein, sans filtre, sans parachute. C'est bien, c'est comme ça qu'on aime. Exactement. Là, on va tester, voir si c'est pas une image générée par IA. Voilà, c'est ça. Alors, je sais que ces images-là, il y en a qui ont été repérées comme testées par l'IA. Ce qu'il y a, c'est qu'une des techniques qui est utilisée, voilà, souvent, c'est de mettre ça dans des vidéos parce que ça comprime encore plus et donc ça rend la détection d'un point de vue image qui est encore plus difficile. Mais là, on est carrément dans une vidéo complètement fausse. Le temps que mon image processe, je vais peut-être passer directement. Donc là, ici, quand je suis dans le... Et ça, c'est nouveau, c'est depuis la dernière version. Ce qu'on a fait, alors on extrait aussi toutes sortes de textes dans l'image. Donc là, vous avez le NABU, là, le service anticorruption ukrainien. Et on extrait aussi les visages ici, donc juste pour voir si on ne peut pas reconnaître certaines personnes à l'intérieur de ces images. Mais ici, pour les textes, l'idée, c'est de retrouver des éléments textuels qui peuvent passer parfois inaperçus parce que, par exemple, sur les vidéos qui viennent de Sora, on peut repérer le logo, par exemple, le logo Sora. Et parfois, ce logo, il aura été effacé sur un certain nombre de plans, mais il peut rester subsister dans une ou plusieurs images clés. Et donc, du coup, il apparaîtrait ici si ça avait été généré par Sora, par exemple. Et s'il est détecté, évidemment. Donc, voilà, il y a comment dire, des indices visuels qui peuvent être importants à repérer. Avec les fact-checkers de l'AFP, par exemple, on a démystifié des vidéos dans lesquelles il y avait des comptes TikTok qui apparaissaient sur les images, qui nous a permis de remonter sur les canaux sur TikTok, qui nous a permis de repérer que c'était déjà des comptes qui diffusaient beaucoup de vidéos avec de l'IA, par exemple. Donc voilà, donc ça fait partie de l'antériorité qu'on essaye de retrouver. C'est curieux. C'est curieux que le lecteur OCR, si tu redescends un petit peu, c'est anecdotique, mais je suis curieux de savoir pourquoi. Pourquoi il repère les oreilles d'Emmanuel Macron et il les ajoute dans la partie OCR? Je pense pas. Tu crois que c'est Macron? Ah oui, c'est possible. Je ne sais pas, parce que peut-être la forme ici, ça c'est une confusion, je pense. Alors, c'est pas de l'OCR, hein, c'est juste une détection de blocs de texte, en fin de compte. Donc, on voit que c'est pas là, ici, c'est pareil. Là, ici, on a l'impression qu'on a des armes d'approchant, qui n'est pas forcément du texte. Mais voilà, donc c'est pas toujours, comment dire, ça détecte au sens large. Et donc des fois, parfois là, ici, on a une image qui est un peu tronquée aussi, on a comme à 95 et qui est pas complètement. Ici, elle est floue, par exemple. Voilà, donc après, ça détecte, c'est les plans de la vidéo aussi. Donc si ça passe très vite aussi, c'est pareil. C'est pas là, effectivement, pourquoi on détecte les oreilles. C'est une bonne question, mais ça, c'est peut-être que les mailles du filet sont trop larges, peut-être. Ce que je voulais montrer, c'est qu'ici, on a la possibilité maintenant de télécharger l'audio de la vidéo, c'est-à-dire qu'on extrait l'audio automatiquement
et qu'on peut ouvrir en un clic notre outil IA qui permet de vérifier l'audio. Et alors là, je suis en train de faire la manip, pardon, ici. Là, c'est ma manip qui continue. Et j'ai fait juste avant cette présentation la manip de IA avec donc ce lien-là qui provient de cette vidéo. Donc cette vidéo russe, en fin de compte, alors déjà on voit que c'est un montage ici. Il n'y a pas tout le temps de la voix, mais quand il y a de la voix, elle est repérée comme étant un clonage de voix. Donc là, on utilise un outil alors là, qui nous provient d'une startup, en fin de compte, qui n'est pas un outil qui a été développé dans un projet de recherche. IA, au départ, c'était une startup espagnole qui s'appelait Locus, avec 2 C, et une startup de Barcelone, qui a été rachetée par une boîte de technologie, de cybertechnologie américaine, qui s'appelle IA. Et ils sont spécialisés dans la détection des voix pour les call centers, c'est-à-dire pour vérifier pour tous les services de call center que les voix sont humaines et pas fabriquées, falsifiées avec de l'IA. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris leur technologie, on l'a utilisée à l'envers, en fin de compte, pour démontrer que si la voix qui a été créée par un prompt, donc c'est des modèles de voix synthétique, en fin de compte, a été, donc on a utilisé leur grille à l'envers ici, et donc dès qu'on est au-dessus de 30%, c'est probablement généré par l'IA. Et dès qu'on est au-dessus de 60, c'est très probablement généré par l'IA, et ça, c'est le cas ici. Et cet outil-là a été extrêmement utile, nous a permis de démystifier plein de cas d'utilisation, que ce soit le fameux robocall de Biden au tout début de la campagne américaine, c'était dans les primaires démocrates dans le New Hampshire, il y a, ça va être fin 2023. Et du coup, on a eu aussi d'autres exemples flagrants, comme le général Zaloujny en Ukraine, le secrétaire national du Conseil de sécurité de l'Ukraine, Danilov aussi, reconnaissant soi-disant que les Ukrainiens étaient derrière l'attentat du Crocus à Moscou, par exemple. Et tous ces outils, cet outil en particulier, nous a permis de vraiment démystifier de manière extrêmement fiable toutes les voix synthétisées par l'IA et par des prompts. Donc. Comment tu expliques que l'outil de reconnaissance des voix clonées soit aussi performant alors que les progrès en termes de clonage d'IA continuent encore de se voir, notamment avec des IA comme Eleven Labs qui élèvent la qualité du clonage à un niveau encore jamais vu jusqu'à présent? Alors, je ne dirais pas qu'Eleven Labs, c'est le state of the art, hein, comme on dit en anglais. Eleven Labs, ils sont bons, hein, ils font l'avantage d'Eleven Labs, enfin l'avantage, si on peut dire, pour les faussaires, c'est qu'il est utilisable, c'est-à-dire qu'il est et donc ça permet de le faire assez facilement. On peut apprendre la voix de quelqu'un en quelques minutes à peine, et on peut avec un prompt faire générer n'importe quel type d'IA. Cet outil-là, pourquoi il est fiable? Alors, il est fiable parce que d'une part, il détecte des traces laissées par les générateurs de voix dans les hautes fréquences. Donc ça, c'est des traces forensiques, hein, qui sont invisibles à l'œil nu, hein, c'est des traces qui sont dans le traitement du signal. Et donc, il va chercher des choses qui sont concrètes. C'est pour ça que leur grille ici permet d'avoir ce genre de taux. C'est-à-dire 30% déjà, pour eux, c'est déjà probablement généré par l'IA. Ce qui est logique dans la mesure où une voix normale ne peut pas avoir des éléments de génération par l'IA à l'intérieur du traitement du signal. C'est le signe vraiment que ça a été généré artificiellement. Après, on peut avoir des montages aussi. C'est une autre difficulté. C'est pour ça qu'on fabrique ce graphe à la volée automatiquement, parce que ça permet de voir s'il y a eu des montages dans la vidéo. Donc, c'est fiable aussi parce que ils se sont entraînés systématiquement sur tous les nouveaux générateurs qui sortent. Et parce qu'encore une fois, pour eux, leur cœur de métier, c'est l'authentification des voix pour les call centers, et donc ils ne peuvent pas se permettre de rater quelque chose, puisque
il y a eu un certain nombre de grandes escroqueries, enfin, d'escroqueries assez importantes faites par la voie, par l'IA, avec des vidéos ou des sons, des messages téléphoniques envoyés par un PDG à son directeur financier pour virer tel ou tel montant sur un compte et qui s'est avéré être un compte frauduleux. Et donc, il y a pas mal d'un certain nombre d'entreprises qui se sont fait arnaquer avec ce genre d'escroquerie. Donc, voilà, c'est leur métier, donc ils font ça très bien. Donc, alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les sons sont beaucoup moins manipulés sur Internet que les images. Les images, elles sont systématiquement pillées, détournées, recadrées, elles sont parfois trafiquées, elles sont comprimées, elles sont dégradées, etc. Et ça perturbe un peu les détections. Alors que là, sur le son, on est toujours sur des qualités de son. Alors, ça peut être comprimé un peu plus, sur les réseaux sociaux notamment, mais les caractéristiques principales qui sont recherchées par ce genre de détecteur subsistent dans les fichiers, et donc, du coup, ça permet de les détecter, quoi. Tu dirais qu'aujourd'hui, c'est plus facile, entre guillemets, de détecter du clonage audio que des contenus modifiés en images ou en vidéo? Le pourcentage de chances de réussir est plus élevé en audio, je pense, que Ok. pour le reste. Oui, absolument. Alors, j'essaye de voir si mon image est arrivée ici. Ah ben, elle a été Waouh, détectée, voilà. 99%. Ok. Donc, c'est au-delà de 70%, c'est considéré C'est comme ça, pour étant les une images, image on a générée par IA. un seuil qui est empirique, hein, mais on a commencé avec ce seuil-là, et voilà. Donc, du coup, on est resté sur ce seuil-là. Je regarde juste. Alors, moi, j'ai pas mal d'algo ici. J'en ai un peu plus que toi, Oui. parce qu'on en a d'autres qui sont encore soit en test, soit on les a mis de côté, certains, parce qu'ils nous donnaient des faux positifs. Je reviendrai sur les faux positifs, c'est un des points très importants de ce qu'on a fait. Mais là, celui-là, tu l'as. C'est les deux premiers, là, mais il y a celui-là qui détecte ici. Donc oui, on a des. Donc, voilà, on voit que même. Alors, quand c'est encapsulé dans une vidéo, c'est encore plus difficile, je dirais. C'est pas vraiment l'usage premier, c'est pas vraiment, c'est vraiment les images. Il vaut mieux essayer de retrouver l'image par similarité et utiliser des images qui sont antérieures et avec, si possible, une meilleure résolution. Mais il faut éviter l'écueil ce qu'on appelle le upscaling, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui augmentent les images avec de l'IA, mais du coup, dans ces cas-là, elles sont détectées quand même par l'IA. Ah, donc Comme étant faites de l'IA. ça fait des faux positifs si c'est une image bien réelle qui a été upscalée. Ça vient Ça troubler peut être un risque. le type. Je vais vous montrer un exemple là-dessus. Ouais. Ah, c'est Donc, intéressant. ça peut être un dépôt. Alors, je vais passer à un autre exemple qui est un exemple assez récent. Alors, désolé, c'est en allemand, mais c'est un cas d'école, en fin de compte, hein, qui a été assez largement partagé sur X, comme vous voyez ici, plus de 271 000 vues. Donc, c'est l'expression ici du chancelier allemand Friedrich Merz en faisant un discours à la réouverture de la synagogue de Munich au mois de septembre. Et du coup, donc cette image-là, nous, on la détecte parfaitement aussi, pareil, on a exactement le même genre, mais là, on a carrément 3, 4, 5 algos qui détectent ça, 5 modèles différents qui détectent la même image. Donc là, on est sur des modèles qui sont entraînés différemment, mais qui tous détectent cette image comme étant de l'IA. Dans ces modèles-là, vous avez, alors les gens qui ont le plugin tout de suite, là, on en a 3 sur les 5 ici qui détectent cette image-là. Donc, on détecte bien qu'il y a une image, cette image-là a été détectée par IA. Alors, il faut dire que c'était un discours qui était télévisé et il y a eu plusieurs prises d'images vidéo. Et donc, on est sur une image clé, en fin de compte, qui a été modifiée par l'IA pour fabriquer cette expression faciale ici, qui a été nettement forcée. Alors, on a également ce qu'on appelle le forensic. Donc, ça, c'est des outils forensiques classiques. Donc, c'est de l'analyse du. Alors, on a tout un paragraphe ici de précautions à prendre. La différence ici, c'est qu'on n'a pas vraiment un verdict, hein, c'est-à-dire que l'interprétation doit être faite par l'utilisateur, ce qui rend souvent les choses un peu plus difficiles. Et on a tous ces filtres, on a des filtres qui sont classiques, hein, pour les photos JPEG, puis on a ces deux
nouvelle méthode ici que vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez le pop-up dans la… Oui, vous Tout voyez à le fait. pop-up, je pense. Ouais. Donc, on a la possibilité ici de créer un GIF animé, par exemple, avec le montage, en fait, qui montre ce que le filtre forensique trouve sur cette image. Alors, le forensique, c'est l'analyse mathématique du fichier numérique pour déceler des anomalies dans le signal. Donc, c'est des maths et de la physique. Et ça permet donc ici de repérer les zones qui ont pu être, vous voyez, ici, vous avez la détection. Donc, si on arrive à du vert ou du vert très pâle, du blanc, ici, on a une détection sur le visage. Donc, on voit que c'est la partie de l'image qui a été manipulée. Et donc, on a tous ces filtres-là. Et ces deux méthodes-là détectent beaucoup mieux que tout le reste. Alors, on a ici, parce que je suis sur une image de très bonne qualité, j'ai de la meilleure qualité que j'ai trouvée. Et là, on a un démosaïquage, qui est la façon ici, alors vous avez des explications à chaque fois. Donc, c'est ce démosaïquage ici des images. Ça permet, quand l'image est de bonne qualité, ça permet de remarquer qu'il y a des traces. Donc, cet échantillonnage de l'image n'est pas conforme à ce qui aurait dû être fait par la caméra. Il est incohérent avec l'image principale. Donc, ça montre qu'il y a une modification de l'image précédente, en fin de compte, l'image originale. Et donc ici, par contre, là, on retrouve, donc là, ici, vous avez des explications à chacun des algorithmes aussi, qui vous expliquent comment ça fonctionne. Et donc là, on a aussi un masque de localisation de la falsification, c'est-à-dire que ça va identifier la zone qui aura été modifiée dans cette image. Donc, s'il y a deux filtres qu'il faut qu'on utilise pour venir scanner l'image, c'est vraiment MM Fusion et Trueform, oui, c'est les deux méthodes principales aujourd'hui qui fonctionnent bien. Okay. Après, elles ne sont pas exemptes de faux positifs sur les images qui ont été transformées, notamment si c'est des images de smartphone qui sont prises en format HEIF, qui sont des nouveaux formats. Donc, on a non seulement l'IA générative, mais on a plein de nouveaux formats de photos, de vidéos, beaucoup plus comprimés, qui perturbent aussi les détecteurs parce que ces images vont être transformées et quand ils vont être transformés, ça va transformer le signal de l'image originale et cette transformation de signal va créer une anomalie. Et ces anomalies, elles peuvent être causées par des artefacts, je dirais presque naturels, c'est-à-dire une surexposition, ça peut provoquer une anomalie. Mais évidemment, nous, ce qu'on essaie de détecter comme être humain, c'est plutôt, et comme utilisateur, c'est l'altération sémantique de l'image, c'est-à-dire en quoi l'image a changé, le message véhiculé par l'image a été changé. Ce qui n'est pas le cas forcément dans le traitement du signal. Le traitement du signal, c'est toutes les anomalies que peut subir l'image en termes de variation, de compression, de modification, qui peuvent être liées à la façon de le transmettre, par exemple. Pour la vidéo, c'est le streaming, par exemple. Le streaming va introduire des algos d'IA, notamment sur TikTok, par exemple. Le Byte VC1 est un algo qui va rééchantillonner les images sur les couleurs, par exemple, pour diminuer les données à transmettre en streaming. Et ça provoque parfois des détections à cause de cette transformation du signal. Alors, donc ça, c'est l'outil forensique là qu'on a vu. C'était l'outil forensique. Là, on a un autre outil qui s'appelle CheckGIF, qui est un outil qu'on avait fait dans ce projet NVIDIA là, que j'ai parlé au début. Et cet outil, c'est un outil qu'on a fait avec l'ENS Paris-Saclay, donc l'École normale supérieure Paris-Saclay, le centre Borelli. Et ça, c'est un outil qui permet de créer une preuve visuelle du faux. C'est-à-dire qu'on va prendre l'image suspecte, c'est celle-là, de Mertz. On va prendre l'image clé de la vidéo qui ressemble le plus à celle du haut. C'est là où il avait le point au même endroit ici, pratiquement au même endroit. Et on voit ici, on va envoyer ces deux images à un serveur, ici avec charger les images. C'est ce serveur, un programme mathématique qui va remettre les deux images dans la même grille mathématique. Et ça va nous permettre de nous renvoyer deux images positionnées dans le même repère. Et on va pouvoir construire un GIF animé ou une vidéo en MP4 avec ces images. Et ça montre, et donc on peut rajouter en plus une annotation ici, ça montre que cette image, c'est l'image suspecte, et elle provient bien de cette image-là. Mais elle a été modifiée. Ce qui est intéressant ici, c'est que comme c'est une image qui a été modifiée par l'IA,
la modification, elle n'est pas plane, quoi. C'est pas en deux dimensions. C'est pas un simple Photoshop où j'ai juste arrangé le visage, où j'ai fait une petite modification. On a toute une modification géométrique qui a été faite par l'outil qui a fabriqué cette image. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a une distorsion de l'image par l'IA. Alors, on sait Qui aussi, permet par de ailleurs, prouver le faux et de le exactement. régler. C'est ce qui est mis d'ailleurs dans les articles de l'AFP Fact Check. C'est bien Exactement. ça. Hein. Exactement. Et donc là, l'idée, c'est de fabriquer une preuve visuelle qui montre que tout ce qui ne bouge pas dans les deux images montre le lien entre les deux images, et tout ce qui bouge montre toutes les manipulations qu'a subi l'image, en fin de compte. La totalité des manipulations. Et on se rend compte que ce cas d'usage là que tu nous présentes, Denis, c'est certainement le plus difficile et puis le plus répandu aujourd'hui dans le cadre d'utilisation de l'IA pour créer du faux. C'est qu'on ne va pas créer un faux intégral, mais on va venir modifier une image réelle existante pour la falsifier et lui faire lui donner une autre signification en fait. Exactement. Et c'est ça qui est très intéressant parce que c'est un type de manipulation. Alors, c'est un peu trop tôt pour dire que c'est une tendance, mais on a vu des cas en Slovaquie avec un politicien de l'opposition. On a vu un cas aussi en Croatie récemment. Donc, c'est des cas qui reviennent, qui commencent à revenir. On en voit de plus en plus. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une palette de possibilités de retrouver à la fois les images qui ont servi à fabriquer le faux. Après, l'une des difficultés ici, c'est que on peut visionner toutes les rushs des différentes prises vidéo de cette séquence, et dans aucune de ces vidéos n'apparaît cette image-là. Mais bien sûr, des complotistes ou autres pourraient dire ah oui, mais c'est pas parce que ça n'apparaît pas dans des vidéos que ça n'existe pas, ça a peut-être été coupé au montage, ça a peut-être été coupé dans la diffusion. Et donc, du coup, comment on prouve que cette image-là n'apparaît vraiment pas, parce on le prouve parce qu'on prouve qu'elle est fausse et qu'elle a été générée par l'IA. Alors, en fin de compte, cette image-là, elle porte des traces de ce qu'on appelle le watermarking, c'est-à-dire du tatouage numérique qui est invisible, hein, de Google. Ça a été fait avec du Google AI et très probablement par du Nano Banana. En tout cas, il y a les traces de watermarking qui sont présentes dans l'image. Alors aujourd'hui, il y a des détecteurs chez Google DeepMind, mais on peut interroger Gemini, on peut téléverser cette image-là et poser la question à Gemini est-ce que cette image présente des traces de SynthID. Donc SynthID, c'est le tatouage numérique de Google. Et la réponse est positive, c'est-à-dire que cette image a été fabriquée avec des outils de Google, avec du Google AI. Donc voilà pour... Oui. Je vais juste peut-être t'interrompre 2 secondes, Denis, pour reprendre le partage de l'écran, parce que j'ai fait un test ce matin, oui. Justement avec Nano Banana Pro, et on me disait qu'il a fait des progrès assez spectaculaires. Ouais. Et je souhaitais partager le résultat de ce test, parce que, Moi, à mon avis, ça va t'intéresser. Ça, c'est mon test que j'ai fait avec la même image de départ et Nano Banana. Alors, ce matin, j'ai pris une image de Nicolas Sarkozy qui fait l'actualité aujourd'hui, cette semaine, avec la sortie de son livre où il raconte sa détention à la prison de la Santé. Et le jour où il est allé en prison, il y a cette photo qui a été prise, alors que j'ai modifié de mon côté par Nano Banana pour ajouter ici la fausse tenue de Nicolas Sarkozy en prisonnier. Hein. C'était pas du tout ça la photo d'origine, hein. C'était une photo où il était en costume. Et en la mettant dans l'outil forensique, j'ai testé voir s'il était en capacité ou pas de la détecter. Et j'ai pas réussi à la détecter, hormis en revanche, alors ça c'est quand même assez intéressant, j'avais volontairement laissé la trace ici, qui est le watermark de Gemini. Donc le watermark a bien été identifié, mais en revanche, il n'a pas identifié la tenue, tellement d'un côté, tellement elle est réaliste. Et j'étais assez bluffé quand même aussi de la qualité du rendu. Donc ça n'a pas été vu par là. Par contre, si je te montre l'autre outil que j'ai utilisé dans InVid pour vérifier si c'était une image générée par IA, là, sur l'outil d'image synthétique, on a la détection qui apparaît avec, en effet, les modèles qui viennent nous informer. Il y a des preuves solides comme quoi ce contenu a été modifié par IA.
Ce qui est aussi important, c'est de se dire, il faut penser à tester les différents outils mis à disposition pour parvenir à un résultat. C'est ça aussi que tu nous recommandes? Absolument. C'est-à-dire que notre plugin, on l'a construit comme depuis le départ, hein, on a appelé ça un couteau suisse de vérification. Donc, il y a plein d'outils différents qui parfois peuvent se chevaucher ou aboutir à un résultat convergent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le forensic image, on est vraiment sur la détection d'anomalies dans la photo, mais dans des zones de la photo. Donc, si vous avez une image qui est générée de but en blanc complètement par l'IA, sans une modification locale, il y a de fortes chances qu'il trouve que le signal n'est pas perturbé. C'est-à-dire que le signal est cohérent sur toute Mm. l'image. Si on est sur une image qui a été modifiée localement, du coup, là, par contre, si elle est modifiée de manière synthétique, c'est l'outil de détection synthétique qui va le retrouver. De même que si l'image n'a aucune modification locale. Donc, le forensic photo, c'est un peu les anciennes manières de faire, avec des nouveaux moyens, avec les modèles d'IA qui permettent de retrouver, enfin, d'avoir un meilleur succès en termes de découverte de ces manipulations. Mais encore une fois, c'est des manipulations plutôt locales. Ouais, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on est en train de dessiner un arbre de décision dans notre manière de fact-checker des contenus IA. Donc, si c'est une suspicion de modification locale, tu nous conseilles image synthétique, c'est ça? Alors, les deux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable, avec les nouveaux algos d'image synthétique, de déceler si ça a été modifié avec de l'IA. Mais le forensic, c'est pour des modifications locales type Photoshop. Ok. Parce que le problème aussi, enfin, c'est une autre complexité, c'est que à la fois Photoshop, mais Adobe After Effects et tous les logiciels de traitement d'image aujourd'hui utilisent de plus en plus de l'IA, notamment pour le détourage des personnages, ce genre de choses. Et donc, du coup, il peut y avoir des marques d'IA aussi, mais le fait que ces logiciels classiques utilisent de l'IA complexifie encore plus la donne, mais font aussi qu'on peut avoir d'autres possibilités de détection. Donc, c'est chercher la faille. C'est une enquête, en fin de compte. Et il faut trouver la faille. Ça ressemble quelque part à une enquête policière qu'on va essayer de trouver des indices convergents. La règle éditoriale, en tout cas l'AFP, c'est toujours de dire on n'utilise pas un outil d'IA comme simple preuve, enfin, comme preuve unique. Hein. On essaie de trouver un certain nombre d'indices convergents qui vont nous indiquer si cette vidéo a été décontextualisée d'une autre vidéo dont on sait où elle a été prise. Du coup, on sait déjà que c'est faux, qu'il y a déjà un type de manipulation. Ensuite, si on a des outils d'IA qui vont nous dire ça a été fait de telle ou telle manière, ou c'est détecté de telle ou telle manière, ça peut être le son plutôt que l'image, ça peut être l'image plutôt que le son, ça va dépendre. Chaque nouvel exemple, chaque cas d'utilisation est différent, bien souvent. Mais évidemment, il y a des convergences de temps en temps. Par exemple, sur ces manipulations de visage d'hommes ou de femmes politiques, on en a vu déjà pas mal. Et c'est quelque chose qui est facilité aujourd'hui par l'IA et par les nouveaux modèles qui viennent de sortir. Dans la suite de notre enquête, il y a aussi la possibilité d'identifier la provenance du contenu avec le C2PA. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, le C2PA, je n'ai pas préparé particulièrement comment dire, d'exemple parce que le C2PA, donc ce qu'on appelle le C2PA, c'est le Content Provenance, c'est essentiellement une analyse de métadonnées, en fin de compte. Et donc, on n'est pas vraiment sur de l'IA, en tout cas dans la façon à la fois de le taguer et à la fois la façon de le repérer. Je peux faire une petite démo en live pour essayer de voir si je trouve quelque chose là, ici. Ben, j'ai mon image de Nicolas Sarkozy modifiée, si tu veux. Elle est avec du C2PA. Oui, c'est du, Vas-y, ça devrait fonctionner. tu devrais l'avoir. Ouais. Hop, la voici. Je vais la chercher en local. Envoyer. C'est assez rapide vu que c'est juste des métadonnées. Et émetteur, Google. Voilà. Donc là, Voilà, ce qu'on date extrait, d'émission. donc là, tu es dans l'outil métadonnées, non? Provenance C2PA. Ah, provenance C2PA, d'accord. OK. Alors, on l'a rajouté aussi dans métadonnées, on l'a rajouté aussi dans les images synthétiques. C'est-à-dire, ce qu'on lit, c'est les métadonnées C2PA associées à un contenu généré par l'IA. Mais l'outil C2PA, bien sûr, c'est le premier démonstrateur qu'on a fait sur le C2PA. Alors, aujourd'hui, il faut savoir que les images générées par Adobe Firefly et par ChatGPT ont du C2PA, mais ce C2PA va disparaître si tu mets ta photo sur les réseaux sociaux.
comme toutes les métadonnées d'ailleurs. C'est-à-dire toutes les métadonnées de ton fichier vont disparaître, ils ne vont conserver que l'heure de téléversement de ton image sur les réseaux sociaux. C'est là où se posent les questions de la collaboration des plateformes, des réseaux sociaux, pour Notamment, lutter contre ces fake news générées par IA. absolument. Alors nous, dans notre démonstrateur C2PA, mais tu n'as pas accès à cette partie-là parce que c'est plutôt côté AFP, on est capable d'aller rechercher dans notre base AFP par similarité et par watermarking, par tatouage numérique, savoir si cette image a été utilisée par l'AFP. Donc ça permet à nos fact-checkers AFP de retrouver plus facilement si c'est une image de l'AFP qui a été détournée pour fabriquer le faux. Avec une combinaison donc de C2PA, donc C2PA, plus similarité d'image, plus tatouage numérique. Là, c'est le cocktail des solutions qui permet de trouver si l'image est générée, modifiée par IA. Et d'éviter justement l'écueil des plateformes qui suppriment les métadonnées, qui suppriment le C2PA, ces métadonnées des contenus. Donc aujourd'hui, c'est un moyen, en utilisant une combinaison de technologies, de retrouver ces images, la provenance exacte de ces images. Et donc du coup, là, à ce moment-là, on fournit à nos fact-checkers non seulement la photo originale en sortie de caméra, avec son certificat C2PA et avec la légende de la photo et le contexte de la photo. Denis, tu voulais nous parler des faux positifs. Alors, je voulais parler des faux positifs. Alors, j'avais 2-3 petits trucs à vous montrer. Oui, alors, c'est juste, j'avais justement cet exemple avec un quiz du New York Times. Vous avez, je ne sais pas si vous connaissez cette page-là, donc c'est la date de juin 2024. On a donc un quiz sur le New York Times pour dire est-ce que cette photo c'est de l'IA ou pas. Donc, ici, bon, cette image-là, alors je l'ai ici, hein, c'est cette image ici. Si vous observez cette image, donc c'est 4 acteurs célèbres, hein, et ici, si je vais répondre, si je lui dis l'un ou l'autre, je lui dis que c'est de l'IA, il va dire non, c'est pas de l'IA, elle est réelle, il va me donner la photo originale ici. Et la photo originale, c'est celle-ci. Et donc là, ici, on a cette photo originale, et là, je peux zoomer dedans. Ce qu'on observe entre ces deux photos ont la même qualité JPEG. C'est des photos en 96, qui est un niveau, c'est noté sur 100, hein, donc c'est un très bon niveau. C'est la photo, pratiquement celle-là, en tout cas, est sortie de caméra, pratiquement. Ici, j'ai une photo qui a été recadrée avec seulement ces 4 acteurs-là. Et ce que vous voyez, c'est que, en fin de compte, l'arrière-plan ici est assez dégradé. Et les visages aussi sont beaucoup moins nets que sur cette photo-là. Donc, ils ont la même qualité JPEG, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un sous-échantillonnage en chrominance, c'est-à-dire c'est les couleurs qui ont été dégradées, et ça permet de diminuer de 50% souvent la taille des images. C'est ce qui est utilisé en matière de streaming, notamment. Mais là, en l'occurrence, cette photo a été dégradée au niveau du traitement du signal. Et donc, ce genre de modification dans le traitement du signal peut déclencher certains filtres, surtout si ça a été fait après, si de l'IA a été utilisé dans le processus. Alors, c'est des choses qui peuvent être faites par des outils classiques, mais par exemple, le upscaling des images dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de prendre une image petite et de l'augmenter de manière très importante, l'IA va permettre de gommer beaucoup d'imperfections dans cette image pour la rendre crédible, mais cette façon de refabriquer l'image va être détectée comme une manipulation par l'IA, par les outils de type forensique ou de type détection d'images synthétiques, à cause justement de ce processus de upscaling. Donc là, on a une compression d'abord sur les couleurs, mais avec une dégradation d'image par rapport à l'image originale. Vous voyez que derrière, on voit très bien que ce soit le sol, les gradins, etc. On a une très belle visibilité sur cette image-là, alors que sur l'image qui était proposée pas le cas sur l'autre. Sur l'autre, ce n'était pas du tout le cas, c'était vraiment assez dégradé derrière. Donc c'est là le problème dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que la technologie aujourd'hui répond à des questions sur est-ce que cette image a été manipulée, est-ce qu'elle sort d'une caméra ou est-ce qu'elle a été manipulée, est-ce qu'il y a une altération du traitement du signal. Et l'humain, le vérificateur, lui, ce qu'il va chercher, c'est est-ce qu'il y a eu un changement du message de l'image. Par exemple, ici, dans cette image, est-ce que j'ai changé le visage d'une personne à l'intérieur ou de 2-3 personnes? C'est-à-dire que est-ce que cette image a été falsifiée? Et c'est là qu'il y a encore un gap, un fossé entre les deux.
Et c'est là où on s'engouffre parfois. Des fois. Donc, cette image-là donne faux positif sur notre détection d'images synthétiques. Mais très probablement à cause du processus de dégradation de cette image. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut savoir parce que alors le taux de faux positif, il est inférieur à 6%. Donc ça n'arrive que rarement, mais des modifications faites dans les images aujourd'hui sont susceptibles de déclencher le fait que ça a été fait par l'IA. Comme je le disais tout à l'heure, Photoshop aujourd'hui utilise du générative fill, utilise de l'IA pour faire du détourage. Et donc, si certains outils utilisent de l'IA pour améliorer l'image ou pour la, la diminuer en termes de poids, par exemple, pour pouvoir l'afficher plus rapidement sur les pages web ou sur des pages mobiles, du coup, ça peut être opéré par certains outils de détection. Comment vous travaillez pour lutter justement contre ces faux positifs aujourd'hui? On a fait un énorme travail avec Vivinum, notamment, en France. Là, on a fait tout un travail d'évaluation sur des jeux de données de plusieurs milliers de photos. Et donc, on a analysé après tous ces faux positifs pour essayer de comprendre, déjà, essayer de comprendre combien on en avait. Certains des modèles qu'on n'a pas mis en production aujourd'hui sont des modèles qui ont des taux de faux positifs plus élevés. On a 2 autres modèles qui ont des taux de positifs dans les 14-15%. Et on les garde pour nous, mais on ne les a pas publiés. Parce que le but du jeu, c'est d'éviter d'induire nos utilisateurs en erreur. Donc, mais à chaque fois, on a mis dans les images, dans les détections des images synthétiques, là, je sais pas, j'en avais une tout à l'heure, voilà, ce genre de choses. On a mis à chaque fois, tu vois, là, sur les nouveaux algos, à utiliser avec prudence, bien que les nouveaux modèles de détection d'images synthétiques ont surpassé les précédents dans plusieurs vérifications. Certaines zéros ou faux positifs, donc inférieurs à 6%, ont été observés lors des tests approfondis. En cas de doute, on a un bouton de feedback ici qui vous permet de nous alerter, de nous dire tiens, sur cette image, on a un résultat, on n'en est pas sûr. Et voilà. Et là, on peut vous répondre en disant nous, on analyse de notre côté. Et on peut vous dire voilà, de notre point de vue, c'est vraiment de l'IA ou il faudrait trouver des éléments supplémentaires pour conclure. Ouais, c'est intéressant. Donc, vous êtes disponible pour nous répondre et alors, on n'est pas disponible 24/24, mais c'est des choses qui nous intéressent parce que, un, on ne veut pas que les gens fassent des erreurs avec l'outil, et deux, chaque cas d'utilisation pour nous est un moyen d'améliorer nos connaissances et d'être capable de répondre à différents cas d'utilisation. Alors, moi, je voulais te partager, Denis, un cas d'usage Ouais. une situation concrète où j'ai utilisé votre outil InVid il y a Oui. quelques semaines. Pour redonner un peu du contexte, il y a des supporters d'un club de football au Maroc, du Wydad Football Club, qui viennent à Paris pour célébrer l'anniversaire du club de supporters. Ils craquent des fumigènes le long de la Seine dans le 16e arrondissement. Ça donne des images spectaculaires sur les réseaux sociaux. Et très vite, on se pose la question, est-ce que ces images sont réelles ou pas? Et là, je vais te partager mon écran, Denis. On se dit, c'est curieux quand même, ces images, parce qu'elles sont vraiment impressionnantes. On parle de centaines de fumigènes, et on a ce plan aérien au drone qui a capturé la scène, et en passant, immédiatement, moi j'ai eu le réflexe de passer la vidéo dans l'extension InVid, et le score est sans appel, on a 94% de détection. Et c'est encore le cas de figure, c'est le même cas de figure qu'on décrivait tout à l'heure, à savoir, c'est une image qui est bien réelle. Il y a bien eu un drone qui a filmé sous cet angle-là les supporters du club de football marocain. En revanche, l'image, elle a été altérée par l'utilisation de l'IA pour venir renforcer les fumigènes sur le pont et également ici sur le quai. Et là, le score, il est sans appel. Avec cette méthode qui vise à détecter si l'image a été générée par réseau antagoniste génératif, 94% forte preuve. Et là, en fait, ça nous permet d'objectiver un ressenti. Alors, tu es parti d'une vidéo ou tu es parti d'une image? Là, je suis parti d'une capture d'écran d'une vidéo. D'une capture d'écran. J'ai téléchargé la vidéo et j'ai fait une capture d'écran dans la vidéo. Et avec quel outil pour faire la capture d'écran?
l'outil capture d'écran classique de Microsoft. D'accord. C'est un indice. Donc, encore une fois, nous, d'un point de vue éditorial, on va dire, tiens, on a un indice, un premier indice, on essaye d'en avoir trois comme des sources, hein, d'avoir des faisceaux convergents qui nous permettent de conclure là-dessus. Donc, il faudrait regarder, parce que si on a vraiment une image qui est un format JPEG, enfin, qui sort, qui est publié sur des réseaux sociaux, on part d'une image. Là, on part d'une vidéo dans laquelle tu as fait une copie d'écran dessus. Hmm. Et la manière dont tu fais la copie d'écran peut parfois avoir une influence. Ça dépend comment c'est capté, quels sont les outils qu'utilise l'outil qui fait la capture d'écran. Et du coup, et là, tu n'as qu'une seule détection sur un des modèles. Donc, on a un indice. Tout à l'heure, la photo de Merz que j'ai montrée, on avait 5 méthodes différentes, entraînées différemment, qui détectaient toutes la même image de Merz modifiée. Donc, on sait par Il ailleurs qu'elle est faudrait, fausse. Mais ouais. Donc là, il faudrait plus de modèles d'après toi pour je pense qu'il assurer à faudrait 100%. plus d'éléments. Ouais. Là, on a juste un indice, en fin de compte. Donc, l'idée, Hmm. c'est vraiment. C'est difficile de conclure juste sur un outil parce que, encore une fois, alors, il y a le problème des faux positifs, mais il peut y avoir aussi d'autres problématiques qui peuvent être. En règle générale, dans une vidéo, tout va être beaucoup plus comprimé. Le format MP4 est beaucoup plus comprime beaucoup plus que tout ce qui est photo. Et du coup, ça efface pas mal de traces en général. Donc, du coup, passer de la vidéo à l'image synthétique, c'est compliqué. Alors, ça a marché tout à l'heure mais seulement sur un détecteur, sur la partie de la vidéo ukrainienne que j'ai montrée, la vidéo contre les Ukrainiens, sur le Louvre, là, sur soi-disant le vol du Louvre attribué à des Ukrainiens. Ça a marché sur les bijoux, là, mais parce que je sais que c'est des images d'IA qui ont été mises dans la vidéo. Parce qu'on les a repérées par ailleurs, les images d'IA, on les a retrouvées en dehors de la vidéo et on a pu aussi démontrer ça. Mais donc c'est des moyens aussi de masquer un peu les contenus, c'est-à-dire on englobe tout dans une vidéo et ça permet de faire passer des images qui seraient peut-être détectées plus facilement si elles circulaient librement sur Internet. Donc là, dans ces cas-là, le conseil, c'est de faire une recherche par similarité d'image déjà pour essayer de voir si on a cette image-là est repérée ailleurs et si elle existe en tant qu'image, comment dire, seule En, sur en Internet, sur un photo, réseau social, comme photo, exactement. idéalement une C'est photographie ça. carrément. Et Alors, surtout, ça permet de vérifier aussi, est-ce que l'image, par exemple, parce qu'il y a souvent des vidéos qui vont exploiter une ou deux ou trois images, mais parfois une seule, et qui vont jouer avec des jeux de zoom à l'intérieur pour faire croire à une fausse mobilité de l'image, et ils vont utiliser seulement une image derrière. Et donc, des fois, on arrive à les repérer quand cette image elle est constamment présente dans la vidéo. Euh, donc voilà, en règle générale, il faut vraiment trouver plusieurs indices de que le contenu est faux. Et tant mieux si on trouve des indices qui soient complètement différents. C'est-à-dire qu'on a un indice technologique comme le détecteur ici, mais on peut avoir d'autres types d'indices qui peuvent montrer que ça a été exagéré, ça a été augmenté grâce à l'IA. et justement, dans le cas de cette histoire des supporters marocains, on a un syndicat de police qui a parlé dans la presse quelques heures après cet incident Ouais. et qui a fait part des anomalies et des différences assez flagrantes entre ce qui a été observé aux caméras de vidéosurveillance et ce qui a été réellement vu, enfin ce qui a été vu plutôt sur les images sur les réseaux sociaux. C'est ça qui a permis. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois le point de vue InVid qui vient se compléter à du ressenti réel fait par les policiers à partir des caméras de surveillance. C'est ça, c'est un indice supplémentaire. Alors évidemment, dans le cas où sur certaines vidéos, par exemple, typiquement, pendant très longtemps, et même encore aujourd'hui, la manipulation dans le son, on repère en premier que c'est une vidéo décontextualisée. Et c'est seulement après qu'on sait que la partie audio a été falsifiée. Si le message faux provient justement du son, là, l'outil est plus pertinent encore. Mais on sait déjà aussi que la vidéo est décontextualisée, qu'elle provient du passé et qu'elle a été remise dans le circuit avec une nouvelle bande vidéo, donc sortie de son contexte aussi.
Donc, c'est tous ces indices-là de falsification, en fin de compte, qui permettent de faire système, en fin de compte, d'enclencher les indices les uns derrière les autres, et tous ces indices, quand ils vont converger pour montrer que c'est faux, ça permet justement d'établir la fausseté du contenu. Quelle vision tu as pour l'avenir du fact-checking, Denis? Comment tu penses que ça va évoluer dans les prochains mois, prochaines années, avec ces développements massifs, ces poussées massives des 2 dernières années sur les IA génératives? On est clairement on est quelque part un peu dans un point de rupture en termes de volume d'informations qui sont produites. Aujourd'hui, l'un des problèmes qui se pose, c'est que aujourd'hui tout le monde utilise de l'IA. On a vu dans les élections américaines en 2004, on voit ça en Inde aussi dans les élections. C'est-à-dire que pratiquement tous les partis s'amusent à faire des images d'illustration, à préempter l'imaginaire, hein, à poster des images d'IA en accusant leurs adversaires des pires forfaits. Et du coup, c'est quelque chose qui devient problématique en termes de débat public, parce qu'il y a beaucoup de faux qui circulent. Et le problème de l'IA, c'est que ça permet d'en fabriquer au kilomètre, quoi. Ça permet de fabriquer une volumétrie de fausses informations qui devient très importante. Et voilà, donc le jeu du chat et la souris continue. La seule bonne nouvelle, c'est qu'on est encore dans la course, quoi. Mais il faut continuer à courir. Vous êtes totalement dans la course. Et justement, c'est quoi vos prochains développements que vous allez faire d'un point de vue technique? Eh bien, j'allais y passer avec cet exemple-là. Donc ça, c'est un tweet de Musk qui parle de Tolkien et des Hobbits, à l'appui de Tommy Robinson, qui est le personnage d'extrême droite britannique, et contre l'immigration. Donc, il utilise Tolkien pour vilipender l'immigration. Et donc ça a été, il y a un certain nombre de personnes, de spécialistes de Tolkien, qui sont intervenus dans les médias ces dernières semaines pour expliquer que ce n'était pas vraiment dans ce que Tolkien voulait faire en termes de fiction. Et donc on a un outil qui s'appelle l'assistant ici. Donc si je lance mon petit pop-up, est-ce qu'il va se lancer? Voilà, ici vous avez assistant pour cette page. Donc ça vous permet de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec les différents contenus ici. Et du coup, j'obtiens ici l'extraction de tout le texte ici. Donc, on a différentes possibilités ici de savoir un peu de quoi quel est le sujet, de quoi ça parle. Ici, on nous dit, on a des classifieurs qui permettent de classer, par exemple, ça comme de la satire. On a une analyse des techniques de persuasion à l'intérieur. Donc, ça permet d'aller voir quel type de rhétorique est employé dans le message. Donc, ça, c'est un message généré par Musk. Et on a également si le message est subjectif. Donc ici, on a également les phrases qui sont repérées comme étant subjectives. Et puis, on a un texte généré par machine. Alors là, j'ai un petit bug d'affichage ici, mais en fin de compte, la détection, donc c'est surtout cette phrase-là qui est détectée comme étant très fortement créée par la machine. Mais j'ai un autre détecteur, j'ai la même version du détecteur, mais c'est celle que tu n'as pas encore. Alors celle-là, tu l'as, Clément. Elle est dans le plugin actuel. Celle-là, elle sera dans un des prochains. C'est un détecteur à part entière pour savoir si le texte a pu être généré par l'IA. Ça aussi, c'est un indice, parce que c'est basé uniquement sur la statistique récurrence de mots, avec un entraînement sur chacun des différents générateurs. Mais a priori, Musk aurait potentiellement pu employer Grok pour générer ce message ici. Et on a également, donc du coup, on a créé un chatbot. Et ce chatbot, il utilise un LM Studio. LM Studio, c'est un logiciel que je dois avoir par ici, qui permet de charger des modèles d'IA. On peut charger des modèles d'IA à partir de Hugging Face et de les utiliser localement, donc directement. Donc, c'est des modèles, notamment les modèles open source ou des modèles gratuits. Et là, ici, j'utilise un Liquid AI, mais j'ai aussi du DeepSeek, j'ai du Mistral, j'ai un certain nombre de modèles ici. Je vais pouvoir régler mon coefficient de température ici si je veux plus ou moins de variabilité dans les résultats. Et puis là, j'ai une bibliothèque de prompts dans lequel je demande, analyser l'article suivant et dites-moi s'il est partial, orienté ou s'il relève de la propagande.
souligner les phrases qui appuieront votre évaluation, justifier en citant des phrases de l'article. Et là, j'obtiens des réponses, donc un certain nombre de réponses me disant que là, il y a des références qui peuvent, une tentative de dépeindre les migrants comme menaçants ou méprisants. Et voilà, il m'explique un peu ce qu'il comprend du texte. Donc ça, c'est un des modèles qu'on a. Hein. Et donc, c'est une bibliothèque, une sorte d'agent d'IA préenregistré qui permet, et ça évite évidemment d'avoir à répéter le prompt à chaque fois. Alors ça, ce sera dans une prochaine version. On est encore en train de le tester, mais c'est notre dernière réalisation d'On verra. Donc, notre plugin cause avec mon LM Studio en local. Et ça me permet donc d'utiliser de changer de modèle si je veux changer de modèle. Ici, j'ai un extracteur d'affirmation. C'est ce qu'on appelle un claim extractor en anglais, c'est-à-dire le fait que je vais sortir quels sont les éléments que je peux vérifier, quels sont les éléments vérifiables dans le texte. Et là, ici, voilà, cette affirmation pourrait être biaisée si on ne considère pas les perspectives de Tolkien. Donc, il fait dire à Tolkien, en fin de compte, donc le célèbre écrivain, que les migrants sont des ennemis, quoi, en fin de compte. Et du coup, ça a été contesté, encore une fois, par des spécialistes de cet auteur. Et ici, on a voilà, des affirmations très directes et alarmistes. Donc, il y a toute une analyse du texte ici, et voilà, il y a des affirmations potentiellement biaisées qu'on pourrait vérifier dans cet article. Donc, c'est une aide au fact-checking, quoi, en fin de compte. Et voilà, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que l'objectif, c'est par exemple d'utiliser ce chatbot pour fact-checker un débat lors d'élections, par exemple? Bonne idée, merci. Merci pour l'idée. Oui, tout à fait, c'est quelque chose qu'on pourrait absolument utiliser. C'est quelque chose qu'on peut faire avec n'importe quel modèle d'IA qui fonctionne bien. Il y a des modèles, enfin les grands modèles d'IA marchent bien sur ce genre de choses aussi. On peut préparer comment dire, des bibliothèques de prompts comme ça. Donc, on a dit sur des prompts prédéfinis ici. Qui vont nous permettre, alors j'ai ici, voilà, pour vous montrer comment ça marche. Donc ici, j'ai mes modèles d'IA, j'ai le coefficient de température ici si je veux augmenter et ici, j'ai tous mes prompts définis, analyse de fact-checking. Alors, j'ai aussi une analyse rhétorique et linguistique qui est plus poussée, qui va permettre d'aller plus loin. Et j'ai mon extraction d'informations. Mais on va rajouter, l'idée, c'est d'avoir une véritable bibliothèque de prompts, comme une bibliothèque d'agents logiciels qui permettent de réaliser des tâches comme ça. On met le texte ici, comme je l'ai marqué ici, là, et on a le résultat ici sur prompt. Et bien sûr, on peut interagir avec la réponse pour demander des précisions ou pour contester quelque chose qui aurait été dit par le LLM. On peut établir un dialogue après derrière avec le LLM qu'on a choisi pour faire fonctionner. Il y a même des cas d'usage qui pourraient être directement en interne du côté de l'AFP pour mesurer si la dépêche qui vient d'être écrite ne contient pas de biais ou de mots qui peuvent être mal perçus ou dans ce type de schéma-là, mesurer les biais. Oui, ça, c'est des choses. Quoi. Oui, ça fait partie aussi des choses qui peuvent être faites aussi. Là, en l'occurrence, on travaille vraiment pour le fact-checking. Donc, l'idée, on est plutôt sur des bibliothèques un peu plus complexes. Mais effectivement, le principe même, de toute façon, du LLM et de ces agents d'IA prédéterminés, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est juste... ça permet de vérifier. On peut imaginer dans ta suggestion sur l'analyse de débats électoraux ou autres, on peut faire rentrer dans le contexte les discours précédents, par exemple, et puis avoir une question qui vient se poser de manière récurrente, par exemple, est-ce que ce point est nouveau, est-ce que ça change par rapport à ce qui avait été dit auparavant, etc., et retrouver beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement les différents... si le contexte a changé ou si la position d'un homme ou d'une femme politique a changé sur un sujet donné, par exemple, par rapport à des déclarations précédentes ou ce genre de choses. Il y avait eu une expérience qui a été faite, un prototype du Washington Post, c'est ma mémoire est bonne, le Truth Teller, à une époque, qui faisait ça. En fait, c'est l'ingestion de vidéos du passé avec transcription des textes et comparaison avec ce qui avait été dit auparavant. Ouais, on peut automatiser plein de choses de cette façon. Ouais. Denis, on arrive au terme de notre présentation, de ta présentation. C'était passionnant de découvrir cette extension InVid.
Je me chargerai de mettre le lien dans la description de la vidéo YouTube du replay pour que vous puissiez toutes et tous aller tester cette extension qui est gratuite et qui, du coup, est disponible pour tous les journalistes. Donc, franchement, allez la tester et puis réfléchissez à des cas d'usage qui seraient particulièrement adaptés à votre type de métier, de secteur d'activité. Est-ce que vous êtes journaliste environnement, politique? Il y a plein de possibilités d'utiliser et voilà, c'est hyper intéressant. Un dernier mot, donc merci Denis. La semaine prochaine, il y aura une session live supplémentaire. C'est un petit bonus qu'on fait. Et on va parler de Gemini avec Daline Hassan de la Google News Initiative qui va venir nous présenter comment les journalistes peuvent utiliser Gemini à des fins éditoriales, donc des cas d'usage plutôt sains. Et on regardera toutes les features, tous les outils à disposition pour les journalistes dans Gemini. Voilà. Donc, retrouvez-nous la semaine prochaine, le 18 décembre, et ce sera toujours à 18h heure de Paris, 17h GMT. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci Denis pour ton temps, c'était Merci passionnant. Et encore. puis à très bientôt. À bientôt.